Bien, oui, on va commencer. Bonjour à tous. Euh, je- J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, parce que là, pour cette dernière ligne droite, on va avoir beaucoup de travail à faire. Si vous m'entendez, est-ce que quelqu'un pourrait lever la main pour signaler que vous m'entendez bien, pour vérifier avant qu'on commence? Ok, c'est bon. Parfait, merci. Alors, je fais juste rapidement. J'attends que Vanessa arrive. Voilà, je complète ma liste d'appels et on y va. Voilà, n'oubliez pas de couper vos micros quand vous ne parlez pas, ça évite d'entendre des bruits de fond et parfois ça peut déranger pour bien s'entendre. Voilà, donc on va démarrer maintenant. Il est 10h02. Ah ben, ça fait venir du monde parce qu'il y en a qui sont en train de se connecter. J'attends encore quelques secondes. Donc, j'aurais pas cette fois-ci besoin forcément de vous expliquer beaucoup le fonctionnement puisque vous avez de l'expérience. Si certains, je vois que Louis et Stécie qui n'étaient pas là la semaine avant les vacances sont venus. Donc, pour fonctionner, c'est relativement simple. Vous avez un petit icône dans la barre d'outils qui vous permet de lever la main. Donc, soit vous le voyez directement sur la barre d'outils, soit vous le trouvez dans le menu qui s'appelle Réaction. Voilà, comme ça vous permet de lever la main si vous avez besoin de répondre à une question ou si vous en avez une à poser. Et maintenant que tout le monde est là, enfin tous ceux qui voulaient ou qui pouvaient, on va pouvoir démarrer. Donc aujourd'hui, on va continuer, on va prendre en fait la suite de ce qu'on avait fait avant les vacances, où on était passé dans le chapitre proportionnalité. On va quand même faire un petit exercice flash pour démarrer, pour reprendre rapidement cette fois-ci ce qu'on avait fait avec Pythagore, parce que comme on n'a pas encore eu l'occasion de faire de contrôle dessus, vous inquiétez pas, ça va arriver, mais on a déjà le contrôle sur les statistiques à faire assez rapidement. Pythagore derrière, donc pour éviter d'oublier les choses, euh, parce que les vacances sont passées par là, on va faire 2-3 petits exercices juste pour remanipuler un peu l'outil. Ensuite, je crois qu'il y avait des exercices à finir sur la photocopie sur Pythagore, donc on va les corriger. Et ensuite, on avancera sur la proportionnalité avec cette fois-ci quelques petits exercices à finir qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire, mais surtout ce que je voudrais commencer aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Sur la proportionnalité, il y a essentiellement une ou deux nouveautés du programme de quatrième, et c'est ça que je voudrais qu'on commence. Donc sans plus tarder, l'exercice flash. Alors, il y a peut-être certains exercices qui ne vous paraîtront pas étrangers. C'est normal parce que j'ai repris certaines figures d'un exercice flash qu'on avait fait avant les vacances. J'ai simplement modifié les questions. Donc, je voudrais, dans le triangle ACD, c'est-à-dire le grand triangle, que quelqu'un me dise comment s'écrit l'égalité de Pythagore. Et je vois que Loris a déjà levé la main. Donc, vas-y, on t'écoute. 3 plus 1,5 égale 4,5 au carré. Ça fait, je Alors, sais pas, tiens, je t'interromps. Dans un premier temps, donne-la-moi juste avec les lettres, s'il te plaît. 1. AC au carré plus CD au carré égale AD au carré. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est l'égalité de Pythagore. On l'écrit toujours avec les lettres. C'est une fois qu'on l'a écrite avec les lettres qu'on va passer à la partie calcul en posant les nombres. Alors justement, ce que je voudrais, c'est que vous essayiez de me calculer la longueur AD. Alors, comme on a fait avant les vacances, je vous laisse un petit temps de réflexion. Alors, en ayant bien sûr à portée de main de quoi écrire, votre calculatrice. On va partir sur un temps d'à peu près 1 minute pour que vous voyez si vous êtes capable de calculer cette longueur AD.
Encore une dizaine de secondes. Et puis, je vois qu'Yael aussi a levé la main. Donc, Yael, tu donneras ta réponse, enfin, ton calcul. Et enfin, ta réponse. Allez, ça fait 1 minute. On t'écoute, Yael. Bah, j'ai fait 3,5 plus 1,5, ça fait 4,5. Donc, Donc 3 plus 1,5, ça fait 4,5, oui. 4,5 au carré, ça fait 20,25. Oui. Plus 2 fois 2, ça fait 2 au carré, donc ça fait 24,25. Alors, je détaille un peu plus. Donc, tu as fait 2 au carré qui fait 4. Et tu as ajouté 4 avec le 20,25. Donc, ça fait effectivement 20,20. Oui. 24,25. OK. Et ensuite, J'ai fait racine carré mhm. et j'ai obtenu 4,92. 4,92. D'accord. Donc, on va vérifier ça. Donc, je vous avais mis je vous mets le résultat au tableau, enfin au tableau à l'écran. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, ensuite, pour le nombre de chiffres qu'on met après la virgule, bon, s'il n'y a pas de consigne dans la question, en général, on se met sur un chiffre après la virgule, comme par exemple pour 1,5 qui était donné. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet exercice-là? Si c'est le cas, vous levez la main. Dans le cas contraire, eh ben, vous ne levez pas la main. Pas de questions? Donc l'important, hein, c'est toujours l'égalité de Pythagore. Il faut l'écrire correctement. Et une fois qu'on l'a écrite, après, le reste, c'est de la logique. On met les nombres à la place des lettres. On calcule les longueurs au carré. Et alors attention, l'égalité de Pythagore, elle ne s'utilise pas de la même manière suivant que vous cherchez l'hypoténuse, comme ici la longueur AD, ou si on vous demande de chercher un des deux petits côtés du triangle rectangle. Mais normalement, quand vous aurez les nombres, vous verrez automatiquement quelle est l'opération à faire. Alors, troisième exercice plutôt, le dernier. J'ai un triangle ABC dont je connais les longueurs des côtés. Je veux savoir si c'est un triangle rectangle. Donc là encore, je vais vous laisser 40 secondes pour prendre votre calculatrice et faire tous les calculs nécessaires pour pouvoir répondre à la question. Et lorsque vous aurez trouvé la réponse, vous levez la main. Allez, on est presque arrivé au bout du décompte. Voilà. Alors Emma, on t'écoute. 16 au carré plus 12 au carré égale 400 et la racine carrée de 400 est 20. Ça marche. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre solution à proposer? C'est pris différemment. Camille? J'ai fait 16 au carré plus 12 au carré qui font 400. Et j'ai Mhm. fait 20 au carré qui est égal à 400 aussi. Très bien, ça marche. Loris, c'est la même chose ou... Non. Ah, Moi, j'ai fait 16 au carré égale 256, 12 au carré égale 144, 20 au carré égale 400, 256 plus 144 égale 400. d'accord. Bon, mais très bien. Tous les trois, vous avez vos trois explications sont tout à fait correctes. Alors, moi, forcément, comme je prépare le diaporama à l'avance, je suis obligé d'en mettre une. Mais grâce à la vidéo, ça permettra aux autres, ou même si vous voulez, à certains de réécouter ce qui a été dit. Donc effectivement, quand on connaît les trois longueurs et qu'on veut savoir si le triangle est rectangle, il faut d'abord calculer le carré de chaque longueur et additionner les deux plus petites. Donc soit on les calcule comme ici, une par une, et on fait l'addition après, soit on fait l'addition directement, ça n'a pas d'importance. Pensez bien par contre après à faire une phrase de conclusion. Alors, on va maintenant passer à la correction des exercices. Alors, je vous avais demandé de faire, il devait en rester deux. Donc, il y avait cet exercice-là
qui était un bateau tracté par un cerf-volant. Donc ici, on vous matérialisait un petit peu un triangle rectangle dont on connaissait un côté qui faisait 150 mètres, mais par contre, on connaissait simplement après un angle de 45 degrés. Et le but était de calculer la longueur de la corde qui relie le bateau au cerf-volant. Alors, est-ce que quelqu'un y est parvenu? Et si c'est le cas, combien vous avez trouvé? Ah, je vois que les vacances ont été productives. Corentin? Oui, j'ai vu que le triangle, il était euh, qu'il y avait deux côtés qui étaient égales. Tout à fait, Là, Corentin. Comment tu as vu que c'était un triangle isocèle? parce qu'il y a un angle de 45 degrés et un de 90. Du coup, il y en a l'autre, c'est un de 45. Oui, alors quelle propriété des triangles tu as utilisé Euh, pour pouvoir voir que le troisième faisait aussi 45? Vu que la somme des angles, elle est de 180. Du Oui, coup, j'ai fait 180 moins 90 moins 45. tout Ça à m'a donné fait. 45. Tout à fait, c'est très bien. Donc, effectivement, ce triangle, en plus d'être rectangle, il est isocèle, c'est-à-dire c'est un demi-carré. Donc, du coup, tu as deux côtés qui font 150. Ça, c'est parfait. Et maintenant, J'ai fait 150 au carré plus 150 au carré, c'est égal à 45 000. Et la racine carrée de 45 000, c'est environ 212. on va vérifier ça. Ben, tu vois, c'est impeccable. Voilà. Donc ici, la difficulté de l'exercice, c'est très bien, Corentin. La difficulté de l'exercice, c'est qu'on ne vous donnait qu'une seule longueur. Et pour utiliser Pythagore, il faut en connaître deux. Donc l'astuce, forcément, l'angle de 45 degrés n'était pas là par hasard. Et l'astuce, Emma, tu as ouvert ton micro, tu avais quelque chose? Non. Et l'astuce, bien sûr, c'était d'utiliser cet angle pour pouvoir calculer le troisième, constater que c'était un angle qui faisait 45 degrés lui aussi, et ça permettait de voir que le triangle est isocèle. Voilà. Alors, celui d'après, et le dernier, je crois bien, c'était celui-là. Donc, une coccinelle qui s'appelle Mireille monte le long d'un toit, toujours à la même vitesse. Elle part de A pour arriver au sommet du toit qui s'appelle S. La première des choses à faire, c'est de calculer la hauteur du toit, c'est-à-dire la longueur SB. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la longueur SB? Et si oui, combien? Bon, comme je ne vous sens pas forcément inspiré, je vais vous donner les réponses. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous n'avez pas trouvé le temps pendant les vacances de les faire, c'est de le trouver à un moment donné. Profitez de la semaine parce que c'est le genre d'exercice typique que vous aurez le jour d'un contrôle. Alors, calculer la hauteur du toit SB, ça ne présente pas de piège particulier. On est dans un triangle rectangle qui s'appelle ASB. On connaît la longueur de l'hypoténuse qui fait 5,3 mètres, la longueur d'un des côtés de l'angle droit qui fait 4,5 mètres. Il faut trouver la deuxième longueur. Par contre, c'était l'occasion d'utiliser Pythagore pour calculer un des côtés de l'angle droit. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici. Alors, je prends mon outil pour annoter. Voilà. C'est que si on cherche la longueur d'un des côtés de l'angle droit, eh bien, les longueurs qu'on va utiliser, elles ne seront pas placées du même côté du signe égal. Donc, ça signifie qu'on ne pourra pas faire comme dans l'exercice d'avant et simplement additionner les deux longueurs au carré. Ici, il faudra faire une soustraction. Mais comme je vous le disais quand on a fait l'exercice flash, une fois qu'on a écrit l'égalité de Pythagore, ensuite le reste est simplement une affaire de logique. Il faut dérouler les choses naturellement. C'est-à-dire, on a notre égalité avec les lettres, ensuite on remplace les longueurs par celles qui sont données dans l'énoncé, on calcule chaque longueur au carré, donc 5,3 au carré qui fait 28,09, 4,5 au carré qui fait 20,25. Et quand on en arrive là, et qu'on sait qu'on doit trouver la longueur BS au carré, on s'aperçoit qu'on ne va pas pouvoir additionner les deux nombres,
parce qu'ils sont placés de chaque côté du signe égal. Donc là, on est face à une addition à trous, et quand il manque un nombre dans une addition, pour le trouver, eh ben, à chaque fois, on va passer par une soustraction. Donc bien faire attention de poser la soustraction correctement, et c'est toujours le plus grand nombre d'abord, sinon vous allez trouver une erreur ensuite. Donc on fait 28,09 moins 20,25, ça fait 7,84. Et une fois qu'on a trouvé la longueur BS au carré, eh ben, de nouveau, on se sert de l'outil racine carrée pour trouver la longueur BS, voilà, qui fait à peu près 2,8 mètres. Alors on enchaîne avec la question suivante. Bon, ensuite, ce n'était pas des calculs très longs. Hein, cet exercice comportait beaucoup de questions, mais la première était la plus longue de toutes. On vous disait à quelle hauteur la coccinelle se situe quand elle a fait un quart du chemin, c'est-à-dire quand elle est au point qui s'appelle S'. Ben, si elle fait un quart du chemin, elle fait aussi un quart de la hauteur. Donc pour calculer un quart de quelque chose, il suffit de le diviser par 4. Donc comme la hauteur fait 2,8, en la divisant par 4, on trouve qu'elle est à une hauteur de 0,7 mètres. Alors quand elle a parcouru les 3 quarts du chemin, ah ben, de deux choses l'une, hein, soit vous refaites le calcul, vous divisez par 4 pour avoir un quart et vous multipliez par 3, soit vous utilisez directement le résultat d'avant, eh ben, 3 quarts c'est un quart plus un quart plus un quart. Donc c'est 0,7 plus 0,7 plus 0,7, ce qui fait 2,1 mètres. Et enfin, question 4, en supposant qu'elle avance toujours à une vitesse de 1,1 cm par seconde, combien de temps lui faudra-t-il? Lui faudra-t-elle, je crois qu'il y a une faute, pour arriver en haut du toit. Donc la distance à parcourir est de 5,3 mètres ou 530 cm. Donc là, c'est une précaution à prendre. La vitesse, elle est donnée en centimètres par seconde, donc ce qui signifie que toutes les longueurs doivent être données en centimètres. Donc une fois qu'on a ça, on fait un simple tableau de proportionnalité. Alors les grandeurs, on a bien sûr la distance et le temps, qui sera donné en secondes. Donc grâce aux informations données par la vitesse, on sait qu'elle fait 1,1 cm en une seconde. Ça permet de compléter la première colonne du tableau. Et nous, on veut savoir combien de temps il lui faut pour parcourir 530 cm. On applique un coût de produit en croix et on trouve à peu près 482 secondes. Et si on veut donner un temps en minutes et secondes, eh bien ce 482, on va le diviser par 60. Alors ce qui sera le plus pratique, si vous vous rappelez bien, il y a deux touches de division sur votre calculatrice. Il y a la division décimale, celle qui est avec les trois autres opérations, et vous avez la division euclidienne, qu'on a beaucoup utilisée en cinquième. Donc la division euclidienne, c'est la touche qui a la forme de la potence, c'est-à-dire le symbole qu'on utilise quand on pose une division. Vous la cherchez, alors suivant les calculatrices, cette potence, vous la trouverez soit directement sur une des touches, soit elle est écrite au-dessus de la touche diviser. Dans ce cas-là, il faut d'abord appuyer sur seconde et ensuite sur diviser. Et sur certains modèles un peu plus anciens, la touche, sur la touche, il est écrit division avec R majuscule à côté, donc division avec reste. Et si vous utilisez la division euclidienne, l'avantage, c'est que ça vous donne en quotient le nombre de minutes pleines, c'est-à-dire 8 minutes, et le reste correspond au nombre de secondes. Ça vous donne toutes les informations en une fois. Voilà. Bien, donc, avant d'enchaîner, il nous reste une petite demi-heure. Est-ce qu'il y a des questions concernant les exercices qu'on vient de corriger? Si vous avez une question, vous levez la main. Si vous n'avez pas de question, eh bien, vous ne vous manifestez pas. Loris. Si on a perdu sa calculette, on peut calculer avec quoi? Alors, est-ce que tu as un téléphone? Oui. Alors, si tu as un téléphone, tu as une application. Alors, je regarde sur mon téléphone comment elle s'appelle. J'ai oublié son nom. Alors, moi, j'utilise une application qui s'appelle Hyper Scientific Calculator. Alors, Mais moi, dans mon téléphone, dans la calculatrice, il y a déjà un truc scientifique. Mais il n'y a pas tout. je te marque
Voilà, je te marque le nom de l'application. Oui, alors je sais qu'il y a souvent un outil calculatrice qui est livré par défaut avec les téléphones, sauf que comme tu le dis, il y a beaucoup de fonctions qui n'apparaissent pas. Je ne suis pas sûr que la trigonométrie, par exemple, on la rencontre. Bon, l'application que j'utilise, il y en a d'autres, c'est celle que j'ai installée, simplement parce qu'elle est gratuite. Ben, elle fait le job, elle a la plupart des fonctions dont on a besoin, et ça devrait largement suffire. Bien, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. D'accord. Bien, eh bien, on continue alors. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire une série de petits exercices sur la proportionnalité. Alors, ces exercices sont tirés de choses que vous avez faites en cinquième. Donc, ne vous étonnez pas si certains vous paraissent pas inconnus. Et ensuite, il s'est créé un petit décalage euh, entre ceux que j'avais vus. Alors, la première séance, si vous vous rappelez bien, celle qui avait été où il y avait eu un problème, j'en avais vu certains lundi et d'autres mardi pour la même classe. Donc, on n'avait pas avancé à la même vitesse, ce qui fait que ceux que j'avais vus lundi, on avait été un tout petit peu plus loin dans les exercices. Ça signifie que dans les premiers que l'on va faire, il y en aura peut-être certains que vous avez déjà fait, mais on va essayer quand même de faire en sorte que tout le monde ait pu travailler tout ce qui était prévu. Donc, je vous propose de faire 3-4 exercices sur la proportionnalité. Par contre, on va essayer d'aller assez vite. Donc, ne perdez pas de temps pour vous organiser. Donc, premier exercice, traduire l'énoncé par un tableau, le compléter et répondre aux questions posées. Hakim marche toujours à la même vitesse. Il parcourt 2 km en 15 minutes. Quelle distance va-t-il parcourir en 2 heures? Combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir 5 km? Je vous laisse 2 minutes pour qu'on ait le temps ensuite de faire la suite. Donc, ne perdez pas de temps. Essayez de répondre aux questions. Allez, encore une trentaine de secondes. Allez, ça fait 2 bonnes minutes. Donc, à part Loris, ça signifie que personne n'a trouvé la réponse. Voilà. Alors, n'hésitez pas à lever la main, ça me permet aussi de voir qui arrive à faire le travail qui est demandé, parce que là, je ne vous ai pas devant les yeux. Monsieur, j'arrive pas à lever la main, moi. Ah, alors, tu n'arrives pas à lever la main. Donc, dans ce cas-là, il y a eu le problème avec certains qui ne trouvaient pas. Alors, l'icône n'apparaissait pas. Dans ce cas-là, c'est pas difficile. Tu prends le chat et tu envoies tout simplement moi. Hein, tu tapes moi et comme ça, moi, je vois que ça s'affiche. Donc, je sais que tu lèves la main. Ça ne veut pas dire que je vais forcément t'interroger à chaque fois. Voilà, ben, très bien, je viens de voir que ça s'affiche moi. Eh ben, je t'écoute, Alexia.
En 2 heures, il parcourt 16 km. Alors, comment tu es arrivé à 16 km? Et bah, parce que 15 fois 8, c'est égal à 2 heures. 15 fois 8, c'est égal à 2 heures. OK. Donc, je vous ai fait le petit tableau pour le petit tableau de départ. Donc, on a la distance et le temps, qui sont les deux grandeurs qui sont utilisées ici. Attention aux unités, puisque quand on vous demande le temps parcouru en 2 heures, la durée qui est donnée au départ est en minutes. Donc, il faut bien penser à convertir en minutes. Donc, 2 heures 120 minutes. Et effectivement, en multipliant par 8, 2 fois 8, ça fait 16. Loris, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, j'ai trouvé pour le deuxième question. Alors, je vais te donner la parole dans une seconde. Donc, pour trouver le 16, de deux choses l'une, soit vous voyez que dans 2 heures, il y a 8 quarts d'heure, donc on multiplie par 8 la distance aussi, soit vous appliquez un produit en croix, 2 multiplié par 120 divisé par 15 vous redonne aussi 16. Alors, ben, du coup, alors, juste avant que tu parles, Loris, pour les autres aussi, si vous n'arrivez pas à lever la main, ben, vous envoyez moi par la messagerie du chat, là, comme ça je saurai que vous voulez participer. Alors, on t'écoute, Loris. On fait 15 divisé par 2, ça fait je sais plus combien. Et on fait 5, ça fait 7,5 je crois. Ouais. On fait 5 fois 7,5 égale 37,5. Ok. Donc, si je comprends bien, attends, j'essaie de le faire à l'écran. Donc, alors avec une souris, c'est pas très pratique. Donc, tu fais 15 divisé par 2, qui fait 7,5. Ça s'appelle comment 7,5 pour ce tableau? Coefficient de proportionnalité. Très bien, c'est le nombre qu'on appelle le coefficient. Donc, ce nombre, c'est celui qui permet de passer de la première à la seconde ligne. Attendez, les camarades à vous sont déconnectés, donc je suis en train de les admettre à nouveau. Voilà, donc si on sait qu'il doit parcourir 5 km, eh bien on fait 5 multiplié par 7,5. Voilà, très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition à faire pour faire le calcul que d'utiliser le coefficient de proportionnalité? Personne? Moi? Loris encore? Ouais. Eh bien vas-y. On fait 5 fois 120 divisé par 16. Exactement. Donc on peut utiliser le produit en croix aussi, puisque le produit en croix, maintenant, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sans problème. Donc le coefficient de proportionnalité ou le produit en croix. Très bien. Allez, on passe à la suite. Alors, tiens, une question que d'ailleurs vous posez souvent. À quelle note sur 20 arrondi au demi-point près, c'est-à-dire soit un nombre entier, soit 0,5, équivaut la note de 7 sur 15? Alors, c'est assez rapide, je vous laisse 30 secondes pour trouver la réponse. Allez, je vois qu'elle, tu as levé la main. Alors, comment tu t'y es pris? J'ai fait 7 divisé par 15 fois 20, ce 7 qui me donne divisé par 15 9,3. fois 20, qui fait à peu près donc 9, 9,3. et arrondi au demi-point près, ça ferait 9,5. 5. Ok. Est-ce qu'il y a une autre piste? Loris? On peut faire 15 divisé par 7 Alors toi, tu égale, proposes 15 divisé par 7 égale... je sais pas. Moi, j'ai fait la même que Yael, moi. Ah, tu as fait la même que Yael. D'accord, mais du Ça coup, fait 2,14. à peu près 2,14. Et ensuite, On qu'est-ce que tu fait en as fait? 20 divisé par 2,14 égale 9,3.
qui fait à peu près aussi 9,3. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors, ce que je vais faire peut-être pour aider, c'est présenter les nombres, parce que le calcul, si les nombres ne sont pas présentés correctement, c'est pas facile. Ben, on peut faire un tableau de proportionnalité, un 7 sur 20, j'ai eu 7 sur 20 points, donc le nombre de points obtenus sur le nombre de points total. Pardon, c'est pas 7 sur 20, je dis une bêtise, c'est 7 sur 15. Monsieur, on peut faire aussi sur des fractions. Alors, ben justement, tu vois, ça tombe bien, j'allais y venir. Alors, voilà qui veut plus m'effacer. Alors, je vais être obligé de tout effacer. Alors, j'ai le truc qui déconne. Il veut plus m'effacer les dessins. Bon, alors, j'essaie de caser ça dans un coin. Hop, en changeant de couleur. Voilà, donc je peux faire un tableau. J'ai eu 7 sur 15. Je veux savoir combien ça fait sur 20. Alors, une fois que j'ai mis ça dans un tableau, ben, je vois clairement que je peux appliquer les produits en croix, ce qui fait 7 fois 20 divisé par 15, ou 7 divisé par 15 fois 20, ou 15 divisé par 7, qui correspond au coefficient de proportionnalité, et 20 divisé par ce coefficient, puisque 2,14, c'est le nombre qui permet de passer de la première à la deuxième ligne, mais comme nous, on veut cette fois-ci passer de la deuxième à la première ligne, il faudra diviser par 2,14. Donc là, il y a la méthode du coefficient, c'est ce que tu as utilisé, Loris, la méthode des produits en croix, et ce qu'a proposé Yael, c'est la même chose que toi, Loris, c'est simplement ce qu'on fait si on inverse les deux lignes du tableau, c'est-à-dire si on a 15 et 20 sur la première ligne et 7 sur la deuxième ligne. Donc tout ça, toutes ces méthodes marchent très bien. Ou, comme tu le disais, dernière possibilité, mais je crois que je l'avais mis dans le corrigé, voilà, c'est de passer par une égalité de fractions, tout simplement. Et encore une fois, un coup de produit en croix, et on a la réponse. Alors, le suivant, je crois que c'est l'avant-dernier. Sur ma recette de confiture, il est noté 350 g de sucre pour 450 g de fruits. J'ai 4,7 kg de fruits. Combien me faudra-t-il de sucre au gramme près, c'est-à-dire en un nombre entier? Allez, je vous laisse entre 40 et 50 secondes pour le faire. Donc essayez de jouer le jeu. Parce qu'il y en a qui je pense, qui trouvent le résultat, qui n'osent pas forcément le dire, ou qui ont peur de se tromper. C'est pas grave, hein. On peut faire des erreurs. Ça gêne absolument pas. Mais il faut que ça, c'est le genre d'exercice qu'il faut que vous soyez capable de faire maintenant. Monsieur, Oui, pour trouver en grammes, on fait 4,7 fois 1000. oui, exactement. Bien, alors je suis arrivé au bout du temps. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un peu de temps supplémentaire? Si certains ont besoin d'un peu de temps supplémentaire, ben, levez la main, par exemple. Je vous laisserai un peu de quoi finir. Ouais. Donc effectivement, il faut faire attention aux unités. On a des grammes dans l'énoncé. Donc il faut penser à convertir 4,7 kg en grammes. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un veut proposer de donner son résultat? Alors du coup, pour avancer un peu, Camille?
J'ai fait 4700 fois 350 divisé par 450. Et tu as obtenu 3655. à peu près 656 si on arrondit, parce que le premier chiffre après la virgule, celui des dixièmes, doit être supérieur ou égal à 5. Ce qui fait qu'on arrondit au nombre entier au-dessus. C'est très bien, Camille. Donc voilà, pensez bien à chaque fois. Alors, certains y arrivent parfois sans, mais pensez bien à faire votre tableau. On a la masse de sucre d'un côté, la masse de fruits de l'autre. Et ensuite, une fois qu'on a placé les nombres correctement dans le tableau avec les bonnes unités, le calcul, il n'est pas très compliqué à trouver maintenant que vous connaissez les produits en croix. Alors, autre possibilité, ben, vous voyez, je vous l'ai fait aussi avec les fractions pour vous montrer que ça marche. 350 grammes sur 450, et on cherche l'équivalent sur 4700, et on arrive exactement au même point. Alors, attendez, je regarde. Alors, on va finir. Je vais en sauter un. Je vais même sauter les deux exercices. Ce que je vous demanderai juste de faire, comme on est arrivé au bout des exercices sur Pythagore, je vous en donnerai quelques-uns à faire sur la proportionnalité, dont cela. Mais comme il nous reste une dizaine de minutes de cours, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avancer un peu sur quelque chose de nouveau. Et puis, en faisant la prochaine fois qu'on se voit, c'est jeudi après-midi, en faisant quelques exercices en autonomie, ça vous permettra de voir si vous avez compris ce qu'on a fait à l'instant. Et si ce n'est pas le cas, ça vous permettra aussi de poser des questions la prochaine fois. Donc, on va directement passer à quelque chose qui est nouveau. Donc, on va passer par un paragraphe qui s'appellera proportionnalité et graphique. Alors, dans le résumé de cours que je vous enverrai aujourd'hui, alors j'ai changé par rapport à avant les vacances, ça sera tout regroupé dans le travail à faire. Donc, vous aurez le lien pour aller sur la vidéo YouTube, vous aurez le diaporama qu'on a utilisé aujourd'hui, et vous aurez le travail à faire pour jeudi. Donc, et surtout comment organiser votre cahier, puisque il y aura des exercices à faire. Donc, je vous expliquerai tout sur la place à laisser et tout ce qu'il faut. Donc, proportionnalité graphique, ça c'est quelque chose qui va être nouveau. Donc, on va partir d'une situation et on va voir ensuite graphiquement comment ça se traduit. Donc, un professeur d'art plastique veut acheter des craies pour faire une frise, des figures géométriques dans la cour du collège. Il a le choix entre 3 fournisseurs. Donc, je vous ai mis les tarifs en bas. Donc, première partie, on va compléter des tableaux de proportionnalité. Donc là, ça devrait aller assez vite. Pour chaque fournisseur, donc, on va compléter le tableau correspondant et dire si c'est un tableau de proportionnalité. Alors là, je ne vais pas avoir beaucoup de temps à vous laisser. Donc, je préférerais que quelqu'un prenne la parole et explique comment on peut compléter ce tableau au fur et à mesure. Alors, ça serait bien si certains que je n'ai pas beaucoup entendu osaient un petit peu s'investir. Mais bon, je ne peux pas vous forcer à le faire. Est-ce que quelqu'un veut me dire comment on va compléter ce tableau-là? Une craie coûte 1,20 €. Je veux calculer le prix de 5 craies, de 10 craies, de 15 craies et de 20 craies. Alors, Yael? Il faut faire 5 fois 1,20, 10 fois 1,20, 15 fois 1,20 et 20 fois 1,20. Eh bien, impeccable, c'est exactement ça. Alors, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Du coup, Oui. oui, c'est un tableau de proportionnalité parce qu'on passe de la première à la deuxième ligne en multipliant toujours par le même nombre qui ici est 1,20. Alors, deuxième fournisseur. Donc, celui-là propose une craie à 80 centimes et 5 € de frais de port, quelle que soit la commande. Alors, pour calculer le coût de revient de 5 craies, comment on va faire? 5 fois 0,80. Alors, attends un petit peu parce que tu prends la parole, mais il y en a qui ont levé la main.
Corentin, par exemple. Là, on fait 5 fois 0,8. Ça fait 4. Plus 5, ça fait 9. Très bien. Pour Dicré, on fait On fait 4 fois 2 plus 5, ça fait 13. Et 4 fois 3, 12, plus 5, 17. Et 4 fois 4, c'est égal à 16, plus 5 égale 21. et pour le dernier, 21. Voilà, donc c'est tout bon. Très bien. Alors, ici, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Non. Alors, qu'est-ce qui permet de le voir facilement? Là, c'est pas pareil. Si on faisait 5 divisé par 9 et on comparait avec 10 divisé par 13, ça ne serait pas le même résultat. Très bien, ça c'est une possibilité. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre possibilité d'explication pour dire que ce n'est pas un tableau de proportionnalité? Alexia? Bon, alors sinon, effectivement, il y a une autre possibilité. Si vous regardez, pour passer de 5 à 10 craies, on multiplie la quantité de craies par 2. Mais par contre, le prix, lui, n'est pas multiplié par 2, sinon ça reviendrait à 18 € pour 10 craies. Allez, on passe au troisième et dernier. Alors, ici, jusqu'à 10 craies, chaque craie coûte 1,20 €. Et à partir de la 11e craie, chaque craie coûte 1 €. Alors, combien vont me coûter mes 5 craies? Personne? Bon, alors je vais le faire pour vous. Donc, 5 craies, c'est moins de 10, donc ça veut dire que chaque craie coûte 1,20 €. Donc, je fais 5 fois 1,20 €. Ensuite, pour 10 craies, eh ben, comme je suis encore à la limite des 10, chaque craie me coûte 1,20 €, donc je fais 10 fois 1,20 €. Par contre, pour 15 craies, je suis obligé de séparer en deux calculs, c'est-à-dire que les 10 premières craies me coûtent 1,20 € et les 5 suivantes me coûtent chacune 1 €. Donc je fais 10 fois 1,20 € plus 5 fois 1 €. Et pour les 20 craies, ben là encore, je suis obligé de couper en deux, c'est-à-dire les 10 premières craies me coûtent chacune 1,20 € et les 10 suivantes me coûtent chacune 1 €. Ce qui fait que, en faisant les calculs, j'obtiens ces résultats-là. Alors, je veux savoir si c'est un tableau de proportionnalité. Est-ce que quelqu'un peut me le dire là, en l'ayant sous les yeux? Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Doris? Non. Non, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce que si on fait 5 fois 2, 10, donc 6 fois 2, 12, ça c'est bon. Et après, 5 fois 3, 15, et 6 fois 3, ça fait pas 17. Très bien, très bonne réponse. Donc c'est là qu'il faut parfois être prudent sur les tableaux, c'est-à-dire qu'effectivement, si on multiplie par 2 la première colonne, on obtiendra bien les résultats de la deuxième, mais ça ne marche plus à partir de la troisième, ni même de la quatrième, parce que si je fais 10 fois 2, ça fait 20, mais par contre, en multipliant le nombre de craies par 2, le prix n'a pas été multiplié par 2, parce que 12 fois 2 fait 24, et pas 22. Parfait. Bon, alors, on va changer de fenêtre. Alors, il faut que je bascule, moi, sur le partage. Il faut que j'aille sur... Alors, sur ça.
Voilà. Donc, on va faire le graphique avec GeoGebra. Donc là, bah, forcément, c'est moi qui vais le prendre en main. Et on va observer ce qui se passe. Donc, je vais placer des points correspondant à chaque tableau que l'on a complété. Alors, sur chaque tableau, j'ai deux informations, le nombre de craies et le prix. Donc, sur mon graphique, ces deux nombres vont me permettre de placer un point. Ça permettra d'ailleurs de réviser un peu les graphiques, puisqu'on n'a pas eu l'occasion encore d'en reparler. Donc, dans un graphique, j'ai deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. L'axe horizontal, est-ce que vous vous rappelez de comment il s'appelle? Quel est son nom à cet axe horizontal? Loris? Le synopsis, L'axe des abscisses. Et le vertical, c'est ce qu'on appelle l'axe des... Zabis, Non, abscisse, c'est l'horizontal. Et le vertical, c'est hors l'axe des ordonnées. D'accord? Alors, je prends mon premier tableau. Donc, 5 craies me coûte 6 euros. Donc, sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, je vais placer le point qui correspond à la... Je vais me mettre en face de la graduation qui correspond à 5. Donc là, je suis obligé de zoomer un peu. Et en vertical, je vais me mettre en face de la graduation qui correspond au prix, c'est-à-dire 6. Ce qui fait que je mettrai normalement un premier point en face du 5 horizontal et du 6 vertical, c'est-à-dire à cet endroit-là. Voilà. Donc, les coordonnées du point A sont 5 et 6. Et en fait, je vais reproduire la même chose avec les autres colonnes du tableau. Mais pour faire un travail assez précis, parce que vous voyez que si je zoome, du coup, je ne vois plus le tableau et je suis très vite limité en taille des nombres, eh bien, je vais le placer directement avec le logiciel. Donc, premier point, on va l'appeler A1. Donc, 5 craies coûtent 6 euros. Le voilà. Maintenant, deuxième colonne du tableau, je vais l'appeler B1. Alors, B1, il aura pour coordonnées 10 et 12, puisque 10 craies coûtent 12 euros. Le voilà. Le troisième, C1, qui aura pour coordonnées 15 et 18. Et enfin, le quatrième point qui s'appelle D1, qui aura comme coordonnées les nombres que j'ai dans la dernière colonne du tableau, c'est-à-dire 20 craies qui coûtent 24 euros. Voilà. J'ai placé mes 4 points. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à remarquer concernant ces 4 points? Alors, si vous pouvez aussi me mettre un commentaire à l'écrit si vous ne voulez pas le dire à l'oral. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces 4 points? Oui, Stécie, c'est exactement ça. Ils sont alignés. Donc, si je prends le point D et le point A, ils sont tous sur la même ligne. Et je m'aperçois que cette ligne, elle passe même par le 0, qu'on appelle l'origine du repère. Alors, ce que j'ai fait là avec le premier tableau, je vais le refaire avec les deux autres tableaux. Alors, comme il nous reste quelques minutes de cours, je vais aller assez vite. Donc, de toute façon, ça va être répétitif, hein. Je vais simplement changer le nom des points. Comme c'est le deuxième tableau, je l'appellerai A2. Donc, le premier point, il aura pour coordonnées 5 et 9. Le deuxième point, il aura comme coordonnées 10 et 13. Le troisième point, il aura comme coordonnées 15 et 17. Donc, je m'appuie simplement sur ce que je lis dans les colonnes. Le quatrième point aura comme coordonnées 20 et 21. Bon, alors, si je regarde maintenant ces 4 points, je vais cacher les autres pour le moment. Je m'aperçois de quoi? Ils sont comment? Qu'est-ce que je peux faire comme remarque concernant ces 4 points? Stécie? Elles sont alignées encore. Eh bien, très bien. C'est exactement ça.
je m'aperçois que les 4 points sont parfaitement alignés. Voilà. Hop. Donc, même remarque. Et là, j'enchaîne tout de suite avec le troisième tableau, parce que maintenant, normalement, vous avez compris le principe. Donc, je vais les appeler A3, B3, C3, D3. Donc, le premier a comme coordonnées 5 et 6. Le deuxième a comme coordonnées 10 et 12. Le troisième a comme coordonnées 15 et 17. Et le dernier a comme coordonnées 20 et 22. Bon. Alors, du coup, on avait des points alignés pour le premier tableau, des points alignés pour le second tableau. Est-ce qu'on a toujours des points alignés? Alors, on va vérifier, parce que peut-être que sur votre écran, s'il est un peu petit, vous ne le voyez pas forcément. Regardez, je prends le premier et le dernier, et je m'aperçois que B3 et C3 ne sont pas sur cette ligne. Si je zoome un peu, voilà, je vois même qu'ils sont quand même assez éloignés. Donc là, on n'a pas de points alignés. Donc je reprends, cette fois-ci, je vais rafficher tous mes points, enfin toutes mes lignes plutôt. Je vais essayer de leur appliquer une couleur. Voilà, je vais tracer des droites en trop. Donc la première qui correspond au premier tableau, on va la mettre par exemple en bleu. La seconde ligne qui correspond au second tableau, on va la mettre en orange. Et la troisième, on va la mettre en vert. Non, pas la troisième, je dis une bêtise. Puisque la troisième, les points n'étaient pas alignés. Je regarde les deux premières. Alors, qui parmi vous se rappelle, parmi ces trois tableaux, lequel est un tableau de proportionnalité? C'était le premier, le deuxième ou le troisième? Loris? Le premier. C'était le premier tableau, donc celui qui correspond à la ligne bleue. Et donc dans les deux premiers tableaux, je m'aperçois que si je place les points, j'obtiens des points qui sont alignés. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a en plus? Qu'est-ce qu'elle a en plus la droite bleue que n'a pas la droite verte? Tu veux finir, Loris? Oui, elle passe par 0. Elle passe par 0. Alors, comme il est moins 5 et donc j'étais obligé d'accélérer un peu la fin parce que vos camarades de l'autre classe vont m'attendre, eh ben, on va constater, et ça on poursuivra la prochaine fois, que quand on a une situation de proportionnalité, qu'on passe les points, ils seront toujours alignés et que la droite qui va passer par tous ces points passera toujours par le 0, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'origine du repère. Voilà. Et c'est comme ça qu'on reconnaît une situation de proportionnalité avec un graphique. Bien, alors je vais être obligé de vous laisser pour enchaîner avec vos camarades. Ce que je ferai, donc je vous enverrai quelques exercices à faire tout à l'heure par le biais de l'ENT. Essayez de les faire sérieusement. Et puis d'ici jeudi, passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur, à jeudi.